Au sommaire de cette édition de l'actualité entre rire et pleurs, les candidats au baccalauréat sont fixés sur leur sort depuis ce matin. Les résultats du premier tour du bac sont proclamés sous une pluie battante à Ouagadougou. Nous avons suivi cet instant pour vous. Gestion du foncier au Burkina Faso, la Confédération paysanne du Faso tire la sonnette d'alarme sur l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. La CPF interpelle le gouvernement sur l'application de la loi. Le point de presse à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous. C'est donc sous une pluie battante que les candidats prennent connaissance des résultats du premier tour du baccalauréat à Ouagadougou. C'est toujours un moment de joie et de tristesse qui se partage l'ambiance. Nous avons suivi cet instant au lycée Nelson Mandela pour vous. Le reportage de Vincent Kindrebego. Après une semaine de composition, voici venue l'heure de la vérité. Au centre de composition du lycée Nelson Mandela, rien, pas même la pluie, ne peut empêcher ces candidats de suivre la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat. À l'appel des noms, c'est des cris et des sauts de joie. Pour certains, le retour à la maison se précipite pour annoncer la bonne nouvelle. Au départ, nous avions pour ce jury là 278 inscrits. Alors, il y a eu 7 absents, donc 271 présents. Et sur les 271, nous avons enregistré 76 admis. Et 53 vont au second tour. Donc, le taux d'admissibilité ici, je crois qu'il est de 28, autour de 28%. Alors, on dira résultat mitigé, parce que c'est quand même le taux, on peut dire qu'il est assez faible. Donc on attend le second tour pour espérer l'améliorer. Pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, c'est la consternation. Certains s'effondrent, abattus et battus par la pluie. Des filles comme des garçons, consolés par les camarades ou un parent. Et puis sachez que Madame Salamata Savadogo, candidate de 64 ans, dont nous avons parlé hier dans nos éditions, est elle admise au second tour. Nous lui souhaitons bonne chance. Cela dit, 258 œuvres enregistrées, toutes catégories confondues, et des récompenses à l'appel pour les hommes et les femmes de médias. Les meilleurs journalistes et communicateurs du Burkina Faso sont connus depuis hier. Pas de super gagnant pour cette 24e édition. La moyenne minimale de 17 sur 20 n'a pas été obtenue, mais qu'à cela ne tienne, le ministère de la Communication nourrit de grandes ambitions pour la promotion de l'excellence dans les médias burkinabés. Palmarès et ambiance de la soirée avec Hahadi Sandamba. Avec 258 œuvres enregistrées, toutes catégories confondues, la 24e nuit des Galiens a livré son palmarès. 20 prix officiels et 10 prix spéciaux. Cette année, aucune œuvre n'a mérité le Super Galien. Il y a un seuil de notes qui a été indiqué qui est 17 sur 20. Au terme de leurs travaux, aucune œuvre journalistique n'a pu remplir cette condition. Donc le jury est dans son droit, naturellement, de constater qu'il n'y a pas de super gagnant. Donc nous félicitons aussi le jury pour ce courage intellectuel, cette honnêteté intellectuelle. Donc, pas de villa à attribuer cette année, mais les 3 millions du président du Faso seront partagés entre les premiers de différentes catégories. En plus, ils reçoivent chacun, tout comme les autres lauréats d'ailleurs, un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA, un trophée, une attestation et des gadgets. C'est un sentiment de fierté, mais le sentiment serait total lorsque les problématiques sur lesquelles nous avons travaillé, si vraiment des solutions sont trouvées. C'est plus aussi être un appel à mieux faire, parce que quand vous êtes distingué dans votre travail, ça montre que vous avez fait quelque part quelque chose de bien et que dorénavant tout le monde vous regarde. La première dame vous félicite les lauréats et félicite aussi tous ceux qui ont participé à ce prix des Galiens et les encourage pour la prochaine fois. Et pour les partenaires, plus qu'une récompense des œuvres journalistiques, les prix spéciaux répondent à une dynamique et un esprit bien déterminé, d'où ces appréciations. Et ce que j'aimais surtout des œuvres que nous allons primer ce soir, mettent en avant aussi la question de la protection de l'environnement. Comme je l'ai dit, l'année prochaine, à la 25e édition, en ce qui concerne notre structure, l'Assemblée nationale associera son image à la 25e édition. Dans la même dynamique, le ministère des Sports et Loisirs annonce sa participation au prix Galian
dès l'année prochaine. À cette édition, le jury a relevé un cas de fraude sur la paternité d'une œuvre ainsi que la confusion de genre par certains candidats. Et pour donner une nouvelle dynamique à ce prix vieux de plus de 2 décennies, d'importantes réformes sont annoncées par le ministère de la Communication en charge de l'organisation des prix gagnants. 22e Assemblée générale des établissements publics de l'État, les responsables des EPE appelés à plus de rigueur dans la gestion des dépenses publiques et la recherche de la qualité dans les prestations de services. Les principales conclusions de la rencontre avec Roger Kam et Moumouni Soubega. La 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État est satisfaite des performances de l'ensemble des EPE pour leur gestion au cours de l'exercice 2020. Elle leur donne quitus mais les invite à rationaliser leurs dépenses de fonctionnement. Des difficultés de différents ordres se sont posées, d'ordre budgétaire et d'ordre de capacité donc même des administrateurs donc de ces établissements publics. Il y a également la nécessité aussi de revoir certaines tarifications qui datent pour certains de plus de 40 ans. L'ambition de ces établissements publics est de persévérer dans la mobilisation des recettes et chacun tire les leçons des recommandations adoptées. Ce que nous retenons de cette assemblée, c'est que nous devons travailler davantage au recouvrement, et travailler à offrir un service de qualité à nos bénéficiaires. Le citoyen se porte très bien. L'accompagnement budgétaire qui est attendu de l'État au niveau du citoyen afin de réaliser des investissements structurants comme notamment le siège qui est en prévision pour les éditions citoyennes, comme notamment aussi l'acquisition d'équipements qui pourraient lui permettre d'avoir une imprimerie performante. Il a été demandé au premier responsable de faire avec les moyens de bord, avec ce que nous avons. Et donc c'est beaucoup plus de rigueur, on va dire, et regarder quelles sont les dépenses prioritaires. La qualité des services, la performance des finances, c'est ce que le chef du gouvernement attend de ses EPE les années à venir. En tant que premier responsable chargé du pilotage des établissements publics de l'État au quotidien, je vous exhorte à poursuivre et à renforcer les concertations et le dialogue au sein de vos structures afin d'améliorer sans cesse le climat social, source de motivation du personnel et facteur important à l'accroissement de la productivité et des performances. Pour cette 22e session de l'Assemblée générale des EPE, 112 établissements publics de l'État et 18 fonds nationaux ont présenté leur rapport financier. Une Assemblée générale tenue sous le thème « La qualité des services rendus aux usagers, enjeux, mesures et perspectives ». Du retard dans les travaux de construction et de bitumage de la route nationale 7 entre Guiba et Garango, c'est le constat fait par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement en début de semaine. Les travaux lancés en janvier 2020 sont seulement à 27% de leur taux d'exécution. Les détails de la visite avec Aimé Douamba et Bernard Diassou. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement vient constater l'état d'avancement des travaux de construction et de bitumage de la route nationale 17, Guiba-Garango et la réalisation des travaux connexes. Des travaux attribués à l'entreprise Solubat et après 18 mois sur les 24 mois de délai, ce sont entre autres 14 km de linéaires couverts en matériaux de couche de base, des travaux de drainage avec la construction des dallots et des travaux de construction de ponts sur le fleuve Nakambé qui sont en cours ou déjà exécutés. À date, nous pouvons vous indiquer que le taux d'avancement est estimé à 27,33%. pour un délai consommé de 73,33%. En termes de difficultés rencontrées, il faut mentionner que depuis l'avènement du coronavirus, pratiquement à la date de mars-avril 2020, donc cette pandémie a eu pour conséquence une incidence sur l'amener du personnel et l'amener du matériel de l'entreprise. Au cours de cette sortie terrain, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a visité les installations de l'entreprise, les centrales de concassage et d'enrobé, et a saisi l'occasion pour instruire la mission de contrôle, l'entreprise et également les collaborateurs de son département de procéder à une évaluation du tronçon Garango-Tenkodogo. Au total donc, la route Guiba-Garango avance bien. Nous pensons aussi que l'entreprise a mobilisé le matériel et le personnel approprié et nous pensons enfin
que malgré l'important retard qui est constaté, ces travaux pourront s'achever convenablement très bientôt. Très probablement en 2022. Le ministre Éric Bougouma a par ailleurs ajouté que l'inspection des chantiers se fera régulièrement afin que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions techniques et aux délais. Une visite des travaux de voirie dans la ville de Tenkodogo a mis fin à la sortie terrain du ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Pour avoir conduit avec succès le processus de création de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, est fait champion de l'Union africaine pour la ZLECAf. Les dirigeants du continent ne s'arrêtent pas là. Une statue est érigée à son effigie au siège de la structure à Accra. Le monument est dévoilé ce jour même dans la capitale ghanéenne en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le compte-rendu de la cérémonie avec Maïmouna Traoré qui vient à peine de rentrer d'Accra. Cette statue à l'effigie de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou trône désormais dans la cour du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ici à Accra. Elle a été érigée par les chefs d'État africains pour rendre hommage au champion de la ZLECAf, celui-là même qui a conduit avec succès le processus de création de cette organisation qui établit un marché unique pour les biens et services fabriqués en Afrique. Nous sommes honorés de vous rendre cet hommage en immortalisant par le buste réalisé en votre honneur le combat, l'abnégation et la conviction tous azimuts qui vous ont caractérisé tout au long de la matérialisation de ce projet, de l'agenda 2063 de notre organisation continentale. Mahamadou Issoufou salue les efforts de tous les chefs d'État africains qui ont permis la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour lui, ces honneurs reviennent à tous les peuples africains. J'ai donc une double satisfaction d'avoir été distingué et de recevoir cette distinction ici à Accra, la Mecque du panafricanisme. Ce fut avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai assumé la mission de champion de la zone de libre-échange continentale africaine que les chefs d'État ont bien voulu me confier. J'ai toujours rêvé de servir non seulement le Niger, mais l'ensemble de notre continent. Car il n'y a pas de réelle perspective de développement pour nos pays pris isolement. L'Afrique doit s'unir ou périr. Pour les chefs d'État africains, c'est un pas qui vient d'être franchi dans le processus d'intégration du continent africain. Un pas qui doit être poursuivi par la mise en œuvre d'un plan d'industrialisation, de développement des infrastructures et de l'agriculture pour booster la croissance et créer des emplois pour les jeunes. Et à peine rentré du Ghana que le président du Faso a eu une séance de travail avec le commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Les échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et le général Oumarou Namata tournent autour des enjeux sécuritaires dans l'espace sahélien. Nous reviendrons sur cette audience dans nos prochaines éditions. La lutte pour la résilience des populations qui se poursuit. Un nouveau projet de développement pour les 6 prochaines années vient d'être lancé par le gouvernement burkinabé et ses partenaires. C'est donc un programme conjoint du G5 Sahel pour le renforcement de la résilience et de la consolidation des moyens d'existence des petits producteurs que nous présentent ici Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiré. Ce sont des signatures et des échanges de documents qui lient une fois encore le Fonds international de développement agricole FIDA au gouvernement du Burkina Faso pour un nouveau programme de 6 ans. Un programme conjoint G5 Sahel conçu en réponse aux défis du Covid-19, de l'insécurité grandissante et des changements climatiques pour plus de résilience des populations touchées. C'est un programme qui vient à point nommé. Comme vous savez actuellement, les premières victimes
du terrorisme, de l'insécurité et même de la Covid-19 sont d'abord les producteurs, surtout les petits producteurs. Et ces producteurs ont perdu pratiquement tous les capitals productifs et se retrouvent dans les grandes zones urbaines, on les appelle les déplacés internes. Donc ce programme va venir renforcer vraiment la résilience de ces producteurs. Montant mobilisé plus de 12 milliards de francs CFA pour financer des actions de développement dans 6 communes frontalières avec l'expertise du projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du Nord, du Centre-Nord et de l'Est, le projet NERTAMBA. On espère qu'avec le partenariat de FAO, de femmes, avec le projet Nyatamba, on va travailler ensemble dans les mêmes régions où Nyatamba a maintenant fait la mise en œuvre et pour avoir tous des résultats et les impacts. Et comme il n'y a point de cohésion sociale, de paix, là où règne la misère, le gouvernement burkinabé veut aller vite et bien dans son approche par le renforcement des capacités de production. Et pour cela, il faut consolider les moyens d'existence de 20 000 ménages ruraux, dont les femmes et les jeunes en priorité. Il y a les actions de développement qui vont se faire, mais également il faut stabiliser, il faut créer la cohésion, la paix dans ces zones-là pour que, enfin, vraiment, le développement puisse se faire. Donc c'est une approche, on peut dire, cohérente, qui va permettre vraiment la mise en œuvre saine de ce programme-là. Le programme conjoint G5 Sahel en réponse aux défis Covid, conflits et changements climatiques officiellement lancé couvre 3 régions agricoles du Burkina que sont la boucle du Mouhoun, le Nord et le Sahel. Et la crise sanitaire persistante qui bouleverse les priorités et affecte les populations, le Burkina Faso opte de commémorer la 31e journée mondiale de la population sur fond de lutte contre le Covid-19. Et cela sonne comme une interpellation sur l'urgence d'agir pour l'accès à la santé pour tous. Commémoration suivie par Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assogba. Je déclare officiellement lancé les activités commémoratives de la Journée mondiale de la population 2021 dans le respect des mesures barrières. Le Burkina Faso consacre ainsi tout le mois de juillet pour marquer d'une pierre blanche cette 31e édition. La dynamique démographique à l'heure du Covid-19, la priorité à la santé et aux droits en matière de santé reproductive pour tous, c'est le thème retenu pour la présente commémoration. Une manière pour le gouvernement burkinabé d'interpeller la communauté sur l'urgence d'agir dans ces contextes de grande fragilité pour promouvoir la santé pour tous, la planification familiale afin de relever les dividendes démographiques et le développement durable. Au Burkina Faso, en dépit des multiples actions, la situation de la santé de la reproduction demeure fragile. En effet, 330 femmes meurent toujours en voulant donner la vie à 100 000 bébés. En outre, une femme sur 5 a accouché en 2020 sans assistance d'un personnel de santé qualifié. Le Covid-19 a certes bouleversé les systèmes de santé partout dans le monde. Pour le gouvernement burkinabé, le défi est immense et il sait compter sur les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les leaders d'opinion afin de garantir à la population l'accès aux services de santé, notamment aux soins de santé de la reproduction pendant les périodes de crise sanitaire. UNFPA se met aux côtés donc du gouvernement pour l'accompagner à saisir l'opportunité du dividende démographique. Donc les investissements en matière de santé, en matière d'infrastructure, en matière de gouvernance, en matière d'éducation, feront en sorte que donc dans les prochaines années, les jeunes seront donc les forces vives de la nation pour assurer le développement du pays. Cette commémoration sera aussi marquée par des communications sur les thèmes de la journée, des offres gratuites de services de santé de la reproduction et l'organisation des 24 heures de débat sur la démographie prévues pour se tenir le 22 juillet prochain. 20 nouvelles compétences pour l'administration postale. La 46e promotion de l'École nationale de la Poste vient grossir les effectifs de la Poste Burkina. La cérémonie de sortie des impétrants est intervenue ce matin. Images et commentaires de Kwale Nebié et bienvenue Taoussa. Du renfort pour le personnel de la Poste BF,
20 nouvelles compétences composées d'agents de bureau, d'agents contrôleurs et d'agents d'exploitation. Désormais aptes à aller sur le terrain, ils sont issus de la 46e promotion de l'École nationale de la Poste. Parchemin à main, après 9 mois d'apprentissage. On a eu une diversité de matières liées au métier. Notre chance est que nous sommes tous des professionnels, puisque moi personnellement, c'est la 3e fois que je viens dans cette école. Et donc ça veut dire que c'est juste pour ajouter quelque chose de nouveau, c'est plus à renforcer en tout cas les compétences pour pouvoir aller plus efficace sur le terrain. C'est dire qu'aujourd'hui nous sommes très enthousiastes à l'idée de savoir que nous avons 20 agents qui sont repartis à l'école et qui repartent aujourd'hui nantis pour travailler donc à l'amélioration des services postaux. Pour ces récipiendaires, un défi s'impose, celui d'assurer la prospérité de la Poste BF. Le parrain lui invite ses filleuls à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Discipline, rigueur, intégrité sont entre autres valeurs qui devront guider ces impétrants. Les journées postales de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, elles se tiennent autour des questions liées au développement des activités de l'ARCEP. La 9e édition de cette journée se déroule à Bobo-Dioulasso, dont voici l'ouverture avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturné-Paris. Pour la 9e fois, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP réunit ses acteurs autour des journées postales. Des journées d'échange et de partage autour du thème « Le secteur postal face à la crise de la Covid-19, stratégie d'adaptation et contribution à la lutte ». Une thématique qui interpelle les acteurs à s'adapter et à réinventer le secteur postal afin qu'il apporte à l'économie nationale des solutions de développement innovantes. C'est une plateforme en fait pour échanger sur les activités postales, faire le bilan de l'année et donc naturellement voir comment ensemble renforcer davantage les activités postales. Les acteurs postaux restent quand même des acteurs majeurs. C'est important de se retrouver pour se féliciter pour ce qui est bien fait et aussi présenter l'ensemble des attentes et des préoccupations afin que ces derniers puissent fournir les services au grand bonheur des populations. L'initiative de ces journées postales répond à un double impératif. Renforcer les capacités des personnels des sociétés et favoriser la collaboration avec les structures étatiques chargées de veiller au développement des postes. Ce que nous apprécions beaucoup encore, c'est la diversité des acteurs qu'il y a pour aller sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut les reconnaître, il y a un certain type d'acteurs postaux qui sont les transporteurs qui nous permettent en tout cas de faire ce désenclavement postal, si vous me permettez ces termes, et c'est à féliciter. Il y a matière à travailler encore plus et je crois que c'est dans ce cadre-là que ces échanges trouvent leur intérêt et permettent que les gens partagent des pratiques, des bonnes pratiques, que les gens échangent sur leurs expériences afin qu'effectivement il y ait encore plus d'activités, il y ait encore plus de rendement. Pendant ces 3 jours de travaux, le président de l'ARCEP invite les participants à poser toutes les questions et doléances afin que le secteur des postes soit plus rentable à l'économie burkinabé. Pour sa toute première sortie médiatique au titre de la campagne agricole humide 2021-2022, la Confédération paysanne du Faso tire la sonnette d'alarme sur ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion foncière et un accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. La CPF interpelle le gouvernement par voie de presse sur plusieurs préoccupations que nous résume ici Adama Guiti et Wendata Nathalie Kaori. La campagne agricole humide s'est installée cette année au Burkina Faso dans un contexte marqué par une insécurité foncière au niveau des exploitations agro-silvopastorales, une situation aggravée par l'accaparement des terres rurales. C'est le constat que fait la Confédération paysanne du Faso qui lance un cri de cœur à cette conférence de presse. On assiste à une course effrénée vers la terre marquée par des acquisitions foncières à grande échelle favorisées pour des fins de promotion immobilière, de semblant d'agrobusiness ou d'exploitation minière. Et que dire du projet Grand Ouaga,
étant donné que près de 80% des terres agricoles deviendront des terres urbaines dans un avenir très proche. Selon la CPF, il faut sécuriser le foncier rural et non sécuriser la vente du foncier. Mais comment y arriver dans un contexte où les promoteurs immobiliers, souvent décriés, semblent avoir le soutien des propriétaires terriens et de certains responsables coutumiers? À savoir tous les jours, les populations manifestent. Quand bien même les responsables coutumiers sont sortis pour soutenir les immobiliers, il y a souvent abus de pouvoir ou abus d'autorité au niveau de certains responsables coutumiers vis-à-vis de leur population. Les propriétaires terriens, ils ont raison de vendre leur terre parce que c'est la pauvreté qui les pousse à faire ça. Quelqu'un qui ne peut même pas avoir un 10 000 francs et on vient lui donner des millions, il ne peut pas ne pas vendre sa terre. Alors que ces gens oublient que si hier les arrière-parents avaient vendu les terres, aujourd'hui eux ils n'en auront rien. La CPF insiste, elle continuera à dénoncer la mauvaise gestion foncière au Burkina Faso. La structure interpelle le gouvernement à accorder plus d'attention à la sécurisation foncière, surtout pour les exploitations familiales, à travers l'application effective de la loi portant régime foncier rural, une loi votée depuis 2009. Et justement, le projet Grand Ouaga au centre d'une concertation à Pabré, le projet d'appui à la croissance urbaine et à la gouvernance métropolitaine du Grand Ouaga se fixe pour objectif un développement harmonieux. À travers ce projet, l'ouverture de la session de revue avec Issa Kafando et Hahadi Sandamba. La croissance économique urbaine dans un environnement écologique résilient et promouvoir une gouvernance métropolitaine durable sur le territoire de Grand Ouaga, voilà lancé le tout premier comité de pilotage du tout premier projet intercommunal. Un projet qui concerne les 8 communes du Grand Ouaga, à savoir Ouagadougou, Lumbila, Samba, Koubi, Komsilga, Tangenda, Souri, Konki, Pala et Pabri. Ce projet va nous permettre d'abord d'aménager une ceinture verte sur 100 hectares, donner de l'emploi à 4000 femmes, voilà, et 4000 femmes dans le domaine de l'agriculture urbaine, 1900 femmes dans le domaine de l'artisanat à travers le Faso d'Anfani. Le projet va permettre aussi de développer un territoire à travers des outils modernes de gestion de la ville, afin que Ouagadougou ait une vision de ce qu'elle doit être en 2050. Financé par l'Union européenne et la mairie de Ouagadougou, la mise en œuvre du projet s'est faite entre autres avec l'accompagnement de la métropole de Lyon, la mairie du district de Mamako et l'ONU Habitat. On a beaucoup d'expérience au niveau international et on voit bien qu'en fait les zones métropolitaines, c'est une question de solidarité entre les communes. Ça réduit les inégalités et en plus, ça crée une vision qui est clairement plus forte si c'est qu'une ville ou si c'est vraiment en fait les communes tout autour. On va pouvoir faire une analyse affinée de chaque commune pour voir quel est le potentiel économique à soutenir. Le deuxième volet, nous allons voir comment, au niveau de la communauté de communes, nous pouvons mettre une structure de gestion et de planification en place. Le projet d'appui à la croissance économique urbaine et à la gouvernance métropolitaine de Grand Ouaga vise un développement harmonieux du territoire. Le délai d'exécution du dit projet est de 36 mois. Un mot de sport dans ce journal et nous allons à Paris où notre compatriote Hugues Fabrizango, champion mondial du triple saut, est reçu en audience ce vendredi par l'ambassadeur du Burkina Faso en France, Alain Francis Gustave Ilboudo. À la veille de son départ à Tokyo pour les Jeux Olympiques, l'athlète reçoit encouragement et conseil de l'ambassadeur et du président du Faso. Il se confie à Souleymane Traoré à l'issue de l'audience. Très content justement d'avoir été reçu par l'ambassadeur, le premier représentant du Burkina en France ici, où je réside. Donc c'est des bénédictions qu'il m'a motivé, il m'a aussi donné des conseils justement pour cette grande échéance qui est Tokyo. Donc je pense que tout est prêt, j'ai déjà fait mes valises, je suis prêt physiquement, mentalement je suis aussi calé et avec les bénédictions du premier responsable de Burkinabé en France et qui reprend bien sûr les mots du président du Faso et aussi de toute la population burkinabé. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire, il faut foncer à Tokyo et puis ramener ce qu'il faut ramener. À Tokyo, nous allons pour marquer l'histoire et justement dans des contextes difficiles comme ça, l'histoire elle est encore plus belle en fait. Donc là, je pars dans un esprit de conquérant et marquer l'histoire dans des conditions difficiles
voilà, avec le coronavirus fera que en fait, le Burkina Faso sera d'autant plus reconnu et l'histoire restera en fait. Donc ça c'est chouette. Je dirais que c'est difficile, mais en même temps ça me motive encore plus à me donner à fond et pouvoir amener la vie. Voilà un entretien réalisé pour nous par Souleymane Traoré, attaché de presse à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Merci de votre attention. Rendez-vous à 23h pour les dernières informations avec Issa Kanana. Bonne soirée à tous.